Alors, vous êtes venus à la présentation au public de la ceinture mosaïque verte, enfin à peu près bien expliquée. On va parler un peu moins d'une heure, vous présenter le projet, l'historique et les prospectives. Et ensuite, on va évidemment dialoguer avec vous, ne serait-ce que parce que dans la salle, il y a autant de gens, comment dirais-je, pertinents que sur scène, puisque on a une équipe en délégation de la caserne Bascule. On a Anaïs et Lise de la Convergence des possibles. Maison citoyenne, Claude C3V, donc, et puis la monnaie locale, donc par définition le sens du commun. Et on va parler beaucoup de commun ici, et c'est vraiment la notion sur laquelle je pense on va tous se retrouver. Pascal Canobio des Ateliers du Bon Sens, rattaché au Jardin d'en bas. Voilà, et puis tous ceux que je ne connais pas forcément, mais qui ont des rôles associatifs essentiels, évidemment Résiliéré, spécialiste dans l'aide et l'accompagnement des municipalités qui veulent être au top des normes, des enjeux de l'avenir. Face au risque majeur, plutôt. Voilà, face au risque majeur. Et avec moi, Nadine, écologique phare de Triliane, qui est au conseil scientifique et qui est associé de Forêt Campagne d'Avenir Joigny. Eric, le grand paysagiste alternatif, auteur de tous les traités du Jardin Punk, et dont la modestie va faire qu'il va s'étouffer là en direct. C'est insupportable, c'est insupportable. Voilà, donc paysagiste alternatif. Laure Nouala, alors je voudrais dire quand même un truc sur Laure que personne ne dit. Bah justement, c'est peut-être pas sans raison. Donc, Laure est connue pour tous ses articles dans Libération, son livre Comment rester écolo sans finir dépressif, et sa vision de la restructuration et des efforts qu'il faut faire pour les enjeux. Mais elle a quand même commis un acte historique qui est son livre et son film sur Arte sur les déchets nucléaires, qui fait qu'aujourd'hui, elle a contribué au fait que les pays riches ne vendent plus leurs déchets à des pays moins riches ou corrompus. Et c'est à cause ou grâce à elle que nous avons la fosse de Bure en France. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Oui, et c'est grâce à moi qu'un jour, vous ne vous laisserez pas jancobiciser le cerveau. Merci. On en reparlera lors d'une On ouvre le débat maintenant ou on parle de la ceinture verte? Voilà, on en reparlera. Romuald Bardot, un autre, pas punk, mais en tout cas alternatif, arboriste, spécialiste des trognes et des haies. Harmonia, je crois que c'est le moment, qui est tout nouvellement la trésorière de Forêt Campagne d'Avenir Joigny, qui est la présidente de l'association Fertile, qui fait de l'intégration, formation, d'immersion dans des écolieux. Et Karine, qui est l'autorité publique ici, le PCAET, le plan climat. Alors le PCAET, plan climat, RO territorial. Énergie. Voilà, énergie territoriale. Et donc quand même, c'est un peu le cadre par lequel on pourrait atteindre ou pas, en tout cas mettre en place ce qui pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs dans l'accord de Paris, qui sont, comme on sait, hyper exigeants. Donc moi, je suis dans les néo-ruraux qui ne sont même pas encore installés, donc j'ai le statut le moins légitime de cette salle. Tout a commencé il y a 4 ans, quand des amis et voisins de Laure ont acheté un jardin derrière le cimetière. Et j'ai trouvé ça complètement couillon d'acheter un jardin qui ne soit pas dans la continuité de son habitat. Je trouvais ça mais d'une absurdité totale. Et puis, au fur et à mesure, j'ai trouvé ça quand même intéressant d'avoir un écrin ailleurs. Et Laure et moi avons visité un certain nombre de maisons pour créer la première maison commune des transitionneurs, dont une maison qui ne nous plaisait pas du tout, mais elle était vendue avec un verger aussi derrière le cimetière qu'on a visité, donc que vous connaissez presque tous, 15 arbres fruitiers, un paysage déjeuner sur l'herbe de Manet, un endroit sublime, et on a décidé d'acheter le verger sans la maison. Et ça a été le début pour moi de quelque chose qui était absurde et qui est devenu évident, c'est-à-dire de se réapproprier une parcelle de nature qui est en dehors de l'habitat, qui est en dehors de la proximité
de l'endroit où on vit. Puis il y a eu la maison commune des transitionneurs et enfin le premier jardin collectif que nous avons créé avec Pascal, Laure, Massimo et d'autres joviniens, donc un jardin, au jardin du Chapeau, le jardin d'en bas, qui a été acheté en indivision et sur lequel il y a des projets décidés en commun. Suite à ça, époque du Covid, mars-avril 2020, moi je me retrouve à vivre 2 mois ici à Joigny, au montant du palais, tout seul, et je travaille tous les jours sur mon petit Samsung, je gère mes entreprises sous le pommier du verger de la Renaissance. Je découvre que le télétravail, ça marche. Et je découvre surtout, moi qui suis éditeur de Pagnol, Giono, etc., de manière sensitive et plus de manière intellectuelle, cette espèce de révélation pastorale, virgilienne, d'évidence d'être en connexion avec la nature. Et me vient dans la tête l'idée qu'il faut généraliser ce que j'éprouve, cet écrin qui est en train de me sauver la vie pendant le Covid. Et Laure et Massimo ont un peu la même idée. Massimo plus dans l'idée d'animation verger-jardin et Laure plus dans une idée de reliance sociale et de contribution nourricière, avec une idée aussi de magasin de producteurs, etc. J'ai continué à m'intéresser aux forêts, à la campagne, à la ruralité. J'ai lu énormément de livres, les rapports de l'ONF sur les forêts, etc. Et j'ai décidé de créer un outil, et Nicolas Soré m'a beaucoup poussé là-dessus, un outil d'investissement, un fonds, qui s'appelle Forêt et Campagne d'Avenir Joigny, qui a été créé début 2021. J'ai tout analysé, les SCIC, les assos, etc., les assos comme l'ASPAS, et je suis arrivé à la conclusion de faire un peu comme le chat sauvage, mais pas comme le chat sauvage, parce que ce n'est pas la même politique, de créer un groupement forestier dont le but n'est pas d'exploiter des forêts, mais le but est de protéger du vivant. Et l'ASPAS, c'est une association qui a racheté des forêts, dont 500 hectares dans le Vercors, sous la houlette un petit peu intellectuelle de Baptiste Morisot, et qui laisse complètement les zones naturelles, on ne cueille même pas les champignons, etc. L'ASPAS, c'est l'Association française de protection de la faune sauvage, qui est vraiment anti-chasse et qui est plutôt sous la houlette du couple Cochet, qui prône le réensauvagement. Donc ils ont effectivement acheté plus de 300 hectares dans le Vercors et absolument aucune activité humaine, y compris celle de l'observation ou de la simple marche, n'y est tolérée pour que ce soit un véritable réensauvagement. Voilà. Et par ailleurs, ils agissent pour la protection de la faune sauvage un peu partout sur le territoire. Donc, on a décidé de créer un groupement forestier qui est le statut soumis au code forestier, qui est normalement lié à l'exploitation des forêts. Mais là, c'est un groupement forestier et rural, conservatoire expérimental de protection du vivant, qui s'appelle Forêt Campagne d'Avenir. C'est une OSBL, organisme sans but lucratif. Donc, le but n'est pas même d'avoir un rendement, je dirais, positif ou équilibré, mais véritablement de protéger le vivant. On a monté ça avec une dizaine d'associés. J'ai présenté ça à Joigny début 2021, mais ça n'a pas totalement enchanté tout le groupe des Joviniens, y compris Renaissance Joigny, qui est quand même l'association qui a été créée au départ par Laure et qui est l'élément moteur pour beaucoup de choses, comme Forêt et Campagne d'Avenir, comme la caserne Bascule, etc. Mais j'ai néanmoins créé cette structure avec assez rapidement pas mal d'afflux d'argent, puisque le premier capital de départ a été de 80 000 €. Et on a pu faire 4 choses qui en fait n'ont quasiment pas coûté d'argent. Un, que Forêt et Campagne... Alors, Forêt et Campagne d'Avenir se détaille en 3 activités. Une activité de label, mais ce n'est pas tant un label qualitatif, normé ou vérifié, c'est plus l'idée de partager cette idée de la continuité entre l'habitat, la campagne et la forêt, cette idée de réunifier tout le monde, puisqu'en fait, souvent, on reste dans les villes, les forêts ont été rachetées par les urbains en tant qu'investissement, souvent la forestière, caisse des dépôts et des consignations, les campagnes sont réservées aux chasseurs, aux agriculteurs, et finalement, on s'est séparé de ce lien évident qui est notre rapport au vivant. Donc, un label dans lequel il y a une volonté évidemment éducative, pédagogique, éditoriale. 2, un laboratoire, faire des expériences. Pourquoi pas faire une forêt de trogne à Joigny. Là, je suis en train d'acheter la paix sociale à gauche.
Et à droite aussi, et à droite aussi. Et troisième chose, un outil de sauvegarde, un outil qui permet d'acquérir des parcelles, soit que la collectivité publique ne veut pas acheter, ou soit qui appartiennent à des privés qui ne peuvent pas s'en servir ou autre. Et donc la première année, en 2021, on a fait 3 choses. Un accompagnement de conversion biologique de vignes à Bourgueil, Coteau-sur-Loire, sur la Loire. Vous savez sans doute que la Loire est un des fleuves les plus pollués de France à cause de la viticulture. Et là, le but, c'est de lancer une dynamique sur des premiers vignobles pour être ensuite suivi, parce que le premier qui a le label bio, évidemment, il emmène les autres parce qu'il est plus attractif. Il y a un parrainage qui est fait sur tous les disques, les guides ornithologiques, etc., parce que je suis éditeur audio-naturaliste, on appelle ça maintenant éco-acoustique depuis 30 ans, avec la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, etc., donc des parrainages. Une collection qui a été lancée, donc pédagogique, à la fois Frémaux et PUF, Presse universitaire de France, Les savoirs de la République, dirigée par Dominique Bourg, qui est un philosophe de l'environnement, et dans lequel on a fait rentrer pas mal de personnes, dont Pablo Servigne, grâce à l'or. Et enfin, l'achat d'une petite forêt en Chartreuse, qui est limite sur une rivière et le long d'une route qui est fermée 6 mois par an pour le passage des batraciens lors de leur reproduction. Donc le premier véritable chantier de protection du vivant en milieu naturel. Donc ça a été 2021. Et pratiquement rien sur Joigny, mais j'ai quand même fait tous les 3 mois un gros mémoire sur ce qu'on pourrait faire à Joigny, avec un lobbying et un prosélytisme sur la totalité des personnes qui étaient là. Et il y a 3 personnes, 3 initiatives qui ont créé Forêt et Campagne d'Avenir Joigny, dont le comité de pilotage a été voté il y a quelques semaines, et dont les souscriptions de parts et les acquisitions ont été faites. Première chose, la mairie qui a, avec l'accord de la SAFER, récupéré des terres et les a confiées à Vitamine T, qui est une association lilloise d'ESS, économie sociale et solidaire. Et donc, ils font du bio, du local, avec de l'insertion sociale. Donc, toutes les cases sont cochées. Pour moi, c'était véritablement l'acte progressiste de l'idée même d'une ceinture verte. Deuxième chose, l'initiative d'une petite communauté, Aurélia et Nadine, le phare de Triliane écologique. Donc, elles installent une mini-communauté avec du terrain autour de la perma. Elles font venir un écologue. C'est, je trouve, véritablement courageux. Je les aide intellectuellement et matériellement. Et pour moi, c'est le deuxième maillon. Et enfin, le troisième maillon, ma rencontre avec Bruno de Scani. Donc non seulement Bruno, comme Claude, a développé de manière totalement moderne l'idée du commun, puisque Scani est une coopérative pour une certaine autonomie, réseau, Internet, etc. Quand il a acheté sa maison, il s'est retrouvé avec des parcelles de vergers, de forêts, de bois, dont il ne connaissait pas exactement la possibilité, comment dirais-je, de sens. Le potentiel. Et il a décidé, et c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour le remercier, de les loger dans Forêt et Campagne d'Avenir Joigny. Et donc, ça a été le départ matériel assez essentiel. Donc, cette ceinture mosaïque verte, pour ceux qui ont reçu la charte d'adhésion, on parle de corridor écologique, mais en fait, autant l'agriculture est restée conventionnelle, parce que même Calmu, qui s'est fait classer en HVE3, haute qualité valeur environnementale niveau 3, ce qui est quand même pas mal, on n'a pas véritablement d'agriculteurs là tout proches qui sont dans une démarche bio. Mais en revanche, tous les propriétaires de vergers, de jardins, de bois, de forêts qui sont tout autour de Joigny, ainsi que les 300 ou 400 espaces verts de la municipalité, par définition, ils sont maintenant écologiques par la loi Labbé 2014, loi Labbé 2017, qui est appliquée depuis le 1er juillet 2022, qui fait que les produits phytosanitaires n'existent plus à la vente et que, par exemple, la ville de Joigny, pour ses mauvaises herbes, au lieu de mettre des produits, vous avez peut-être vu qu'ils utilisent du gaz, je crois, pour brûler. Et puis, le cimetière, comme tous les cimetières, il y aura des herbes, etc. Donc, les produits phytosanitaires ont été arrêtés pour les particuliers et pour les institutionnels, mais pas pour les agriculteurs. L'Europe doit encore se repositionner là
à la fin de l'année. Donc, de fait, c'est plutôt une sensibilisation du public, la ceinture verte. C'est-à-dire, on appelle les gens à nous rejoindre sur un concept de reliance et cette continuité de l'habitat, de la campagne et de la forêt. Le dehors de Joigny, ce n'est pas uniquement pour courir ou pour aller marcher. C'est aussi des endroits où on peut faire des choses. Laure a beaucoup insisté, lorsqu'on a développé cette idée, sur la notion de reliance avec les habitants. Et moi, la notion qui me plaît le plus, c'est la notion de commun. C'est-à-dire qu'on a une piscine municipale, on a un cinéma municipal, on a une salle de sport municipale. Et pourquoi pas penser des zones de nature comme étant des communs, mais utilisés dans leur vrai sens. C'est-à-dire qu'un verger doit servir de verger. Il faut le tailler, récupérer les fruits, etc. Et donc, dans ce cadre-là, notre but, c'est de convaincre un maximum de propriétaires, d'usagers, la municipalité et les agriculteurs qui passeront en bio, ou mieux, de nous rejoindre dans cette idée de ceinture verte, qui pour l'instant se compose du verger de la Renaissance, du jardin d'en bas, des jardins du Coteau Vitamine T dont je viens de vous parler, et de plusieurs lots là qui viennent de rentrer, que nous avons acquis, dont un petit bois de résineux dominant dit de la Mouchette, dont Eric pense que c'est une réserve écologique assez superbe parce que c'est des résineux avec un peu de feuillus, mais avec un parterre de végétaux extrêmement riche. Une forêt qu'on a appelée forêt qui retient la colline parce qu'elle est entre l'aérodrome et la collinière et elle retient la colline. Elle est moins intéressante écologiquement parce que c'est plein d'arbres invasifs type robinier, faux acacia, donc on a peu de végétaux en dessous. La forêt aux oiseaux, qui est composée à la fois d'une forêt de résineux et d'un ancien verger, selon Calmu, non entretenu, qui est devenu un taillis, voire une futée, et dont on voudrait faire avec la LPO une forêt pour les oiseaux. Avec la LPO. La Ligue de protection des oiseaux, tu as raison. Et enfin, un verger de 3300 m² qui va être le verger collectif conservatoire et non pas de sauvegarde, après discussion avec Romuald. Donc un verger de sauvegarde, c'est quand on récupère des essences anciennes cofinancées avec la région. Et un verger conservatoire, c'est quand on n'utilise que les essences locales, les rejets, etc. et qu'on cherche plutôt à continuer le biotope tel qu'il est. Donc conservatoire dit de la Mouchette, puisque c'était le nom ancien de cet endroit. Donc c'est 3300 m² avec 35 arbres. C'est une zone un peu humide et qu'on voudrait ouvrir aux scolaires encadrés. Au niveau de la première phase, qui est de créer l'outil, et qui est de créer la charte, les statuts, etc., on a avancé. La deuxième phase, la plus délicate, ça va être le financement. Donc on a quand même beaucoup de chance parce que Nicolas Sauret, la mairie, est prêt à nous soutenir structurellement. La région Bourgogne nous a versé une subvention très substantielle pour les nichoirs, un abri jardin dans le verger et toute une signalétique explicative sur tous les sites. Quelle est la politique du site? Est-ce qu'elle est refuge LPO, etc. En revanche, elle ne nous a rien versé pour les études. Or, le fond du problème, c'est de faire ça scientifiquement, c'est de faire appel à Romuald Bardot pour le verger, c'est de faire appel à des forestiers, c'est de faire appel à la Ligue de protection des oiseaux qui, pour analyser ce qu'on peut faire, parce que pour l'instant, oui, on pourrait mettre... donc on a des rouges-gorges familiers, qui est le premier oiseau à Joigny, donc c'est notre petite mascotte sur le logo Forêt Campagne d'Avenir. On peut évidemment, avec des nichoirs, faire revenir des mésanges charbonnières et des hulottes. On peut évidemment, en gardant des buissons, avoir le troglodyte mignon. Et puis, avec des bois morts, le piquet-pêche. Mais il y a d'autres espèces qui doivent pouvoir revenir beaucoup plus massivement avec une vraie politique, comme a fait Nadine, en faisant venir un écologue et en étudiant véritablement comment on peut reconstruire, sans trop l'anthropiser, le biotope dans une logique de ce qui peut être attendu. Donc pour ça, on fera sans doute, enfin on fera pas sans doute, on fera des appels à dons, à adhésion et autres. Moi je remercie le Covid de t'avoir permis d'être confiné en plein air dans le verger de la Renaissance, puisque c'est là que tout s'est à peu près métabolisé dans ta tête. Je retiendrai qu'il faut faire très attention quand on a une idée avec toi, c'est qu'elle se traduit directement dans l'esprit et la matière, dans un cadre qui sort du bric-à-brac associatif, organique, bordélique, autodémerdant. Et que en cela, ça peut créer beaucoup de crispation. Et puis en même temps, à la fin, il y a un outil
À la fin, il y a des choses qui avancent, qui sont signalées et qui nous mettent tous en direction plutôt qu'en marche. En même temps, on s'appelle Renaissance, bien avant que le président Macron ait changé de terminologie pour son groupe politique. Je dirais que c'est un premier pas, que l'idéal, c'est que vraiment tous ceux qui ont des jardins, des parcelles, des bouts de terrain, je dirais même qu'il y a tout un diagnostic à faire s'il y a des volontaires pour faire ça, c'est-à-dire aller au bureau des hypothèques, vérifier quelles sont les parcelles, à qui elles appartiennent, faire correspondre ça au cadastre et mener des petites enquêtes. S'infiltrer dans les maisons. En tout cas, répertorier finalement tout ce qui peut composer cette... Au départ, on avait appelé ça la ceinture, parce qu'on voulait que ça fasse le tour de la ville. Mais en réalité, c'est une mosaïque, parce qu'il y en a partout des jardins dans cette ville. Il fut un temps où chaque maison était associée à un jardin en dehors de la ville, ou dans les jardins ouvriers au parc du Chapeau, vers le parc du Chapeau. Et maintenant, tout ça est désolidarisé. En tout cas, pour les maisons à l'abandon, peut-être qu'il y a un jardin, une parcelle à l'abandon aussi quelque part. Et bon, alors l'abandon, ça veut dire du réensauvagement. Hein, d'une certaine façon, c'est pas très grave. Mais si on pouvait rendre tout ça nourricier, y mettre des personnes qui sont volontaires, qui ont envie, qui cherchent de la terre, mais qui ont envie de mettre les mains dans la terre et qui n'ont pas forcément ça avec leur maison et leur habitat, ben voilà, c'est ça Enfin, pour moi, la vision, c'était ça. C'était une ville où plusieurs habitants, plusieurs assos se mettaient à refaire ressurgir du nourricier dans ces terrains à l'abandon. Voilà. Parce que ça va craindre ce qui vient et que pour l'instant, c'est la moutarde qui manque sur les étals. Mais en ce moment, les vergers sont gorgés de pommes. Mais le verger de la Renaissance, ça fait 2 ans qu'il ne donne aucune cerise. Pourtant, on a 4 cerisiers parce qu'au mois d'avril, entre le 5 et 7, il fait -3 dans le verger. Les cerisiers sont en fleurs. Quick, c'est terminé pour l'année de la cerise. Donc, il y a tout ça dont on va dépendre, c'est-à-dire l'incertain. Et plus on multiplie les expérimentations, plus on multiplie le faire, le partage, plus on aura des bocaux et plus on ne misera plus sur une année sur l'autre, mais sur 2, 3, 4 ans, et plus on pourra partager. Hier, au dialogue sous les arbres, il y avait 3 médiateurs de la ville de Joigny qui étaient présents. C'est là qu'on a compris, au moment où surgissait la question de l'entre-soi, parce qu'on est toujours entre nous, entre gens acculturés, de bonne compagnie, cultivés, avec pour certains des moyens, etc. Il y a toute une frange de la population qui n'est pas dans nos réunions, dans nos délires. Et demain, ces 3 médiateurs ont fait la promesse d'amener des personnes de la Madeleine, parce que demain, de 10h à 14h, nous allons broyer, presser, mettre en bouteille les jus des pommiers qui, eux, pour le coup, ont donné. Donc c'est ça, c'est cette hybridation-là, moi, qui, je trouve... C'est un peu neuneux, cuculapral, mais je trouve que c'est ce qui met en joie véritablement dans les combats qu'on a menés. Si on ne veut pas que ce soit du combat épuisant, éreintant en permanence, je trouve que cette douceur d'être sous des arbres, à aller tailler, à récolter des fruits, parfois avoir peur d'une surfructification. Je me rappelle il y a 2 ans quand on filmait pour carboniser un épisode, Pascal, on était dans le verger, on a ramassé 400 kilos de pommes, 160 kilos de cerises, 50 kilos de poires, 70 kilos de pêche, et c'était la panique. Parce qu'après, derrière, il faut se taper les confitures, les compotes, il faut prendre des RTT. Hein. Ça prend un certain temps. Mais c'est de la joie et c'est du partage. Voilà. Et c'est aussi bête qu'une compote de fruits, un partage. Donc, moi, je dis merci. Ça m'a fait descendre des tours et des enquêtes sur les déchets nucléaires, entre autres choses. Et nos jardins ne serviront pas à les enfouir, c'est promis. Rejoignez-nous, comme on dit. Et surtout, aidons au fait de répertorier tous ces espaces pour qu'on les assemble et qu'on tisse un petit fil rouge comme ça, un fil de compote. Voilà, merci. En tant qu'arboriste, je suis un passionné de l'arbre, mais je suis surtout un passionné de la retransmission et de transmettre le savoir. Et je pense aussi qu'on va traverser des périodes un peu chaotiques et que plus les gens sauront, plus ils pourront se débrouiller. Et c'est un peu dans ce cadre-là que j'étais venu. Et
analysant un peu le lieu, on peut tout acheter. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire on achète un verger clé en main avec des plans bien faits par des pépiniéristes locaux, tout ça. Mais on peut aussi partir d'une petite graine et apprendre à faire tout. Et voilà, c'était un peu dans cet esprit-là où je suis venu, transmettre un peu tous ces savoirs qui sont un peu perdus et qui sont que des savoirs que j'ai un peu de façon empirique. Et voilà, c'est retransmettre tout ça. Et au travers de tout ça, il y a aussi, quand on parle de ceinture verte, ça rejoindra peut-être un peu Karine, c'est que ces petits éléments, en fait, ils sont indépendants, c'est une mosaïque, mais en fait, ils vont constituer ce qu'on appelle la trame verte, et qui, pour la biodiversité, est une des choses les plus importantes, c'est-à-dire que c'est cette continuité entre les éléments. La trame verte, c'est tous les éléments du paysage, et notamment les arbres, par lesquels la biodiversité circule. Donc, en fait, si vous voulez conserver la biodiversité, vous pouvez avoir un îlot à un endroit tout seul, ça ne fera pas grand-chose. Mais si vous reliez tous ces points entre eux, vous allez avoir de la biodiversité. Et notamment avec la vallée de l'Yonne, qui est donc la trame bleue, tout ce qui est les circuits hydrauliques, et le plateau, ça permet de créer des circulations de biodiversité. Et ça me semble important pour ça, voilà, pour sauver aussi la biodiversité. Et c'est dans un esprit de trame verte, ça paraît important. Voilà. Éric ? Et pourquoi j'étais difficile à convaincre ? Parce que j'attendais du projet qu'il soit le plus vertueux possible, qu'il soit le plus destiné au commun possible, et que ce ne soit pas une mascarade et un outil sans dire de greenwashing, parce que je ne pense pas qu'il y ait qui que ce soit dans le projet qui puisse être accusable de ça, mais que ce ne soit pas juste un outil d'enrichissement ou de défiscalisation déguisée, en fait. Et entre autres, je voulais avoir la certitude que si on disait qu'on sanctuarisait une zone, on la sanctuarisait. Et que ce n'était pas un gros pipeau en disant, bon, on va quand même en prélever un peu, on va quand même se faire du pognon avec. Mais que chaque site soit décidé, enfin, que l'usage de chaque site soit décidé en commun. Qu'une partie de ces sites soit accessible au public, qu'une partie ne le soit pas. Enfin, beaucoup d'exigences qui m'ont fait rester en retrait pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elles soient toutes satisfaites. On va dire ça comme ça, a priori. Et à tes souhaits. J'ai à peu près la même approche que Romuald par rapport à la transmission des savoirs et leur nécessité. C'est un véritable outil de liberté pour les populations. Faut imaginer, par exemple, qu'en 1936, pendant le Front populaire, si les gens n'avaient pas eu de jardin ouvrier, ils n'auraient pas pu tenir le piquet de grève. C'est tout bête, mais ça fait partie des choses. Il faut imaginer que si les ouvriers très pauvres qui venaient du Piémont italien, qui venaient bosser dans les mines du Nord ou de Belgique, ils n'étaient pas allés greffer les arbres qui poussaient au pied des terrils, et ben, ils auraient peut-être crevé de faim, ou en tout cas, ils n'auraient pas eu suffisamment de vitamines dans certains cas, c'est tout bête. Juste l'apport de ces petites vitamines qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Et puis en termes de continuité écologique, oui, qu'on aille vers quelque chose qui est vraiment concret, qui est juste, qui est honnête aussi, avec un maximum d'objectivité. L'ONF, l'Office national des forêts, comme la Ligue de protection des oiseaux, sont impliqués dans le comité qu'a constitué Patrick pour toutes les bases de réflexion. Je suis intéressé de pouvoir dialoguer avec eux, quitte à ne pas être d'accord sur certains sujets. Et l'assurance de pouvoir le faire était une des conditions pour pouvoir participer au projet. Alors là, j'ai peut-être une mini-parenthèse. L'ONF m'a beaucoup aidé, mais l'ONF n'est pas du tout partenaire ni dans le comité scientifique de Forêt Campagne d'Avenir. En revanche, la LPO, Alain Bougrain-Dubourg et le conseil d'administration ont nommé Yves Muller dans notre conseil scientifique. Donc on a vraiment une affiliation à la LPO, mais pas à l'ONF, ce qui peut te rassurer. Ce qui peut me rassurer, ouais, en partie, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais les forêts françaises ne sont pas forcément très bien gérées. Et autant les forestiers qui bossent à l'ONF sont des gens souvent sincères et très impliqués, autant l'organisme en lui-même est complètement foireux et pas mal perverti. Donc voilà, enfin, l'idée c'est justement aussi d'avoir toute cette part expérimentale qui est très importante, parce que Romuald parle du transfert des savoirs, de parvenir d'avoir un outil pour expliquer aux gens comment se nourrir, comment faire pousser des arbres, comment les exploiter sans les abattre, par exemple, rien que ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est que cet avenir, comme tu l'as dit, et comme on est à peu près tous conscients ici, est totalement incertain. Donc, il va falloir faire des expériences. Donc, on va peut-être tenter des choses sur ces territoires, et si on n'a pas les territoires pour les tenter, ces expériences, on ne les fait pas. Donc, voir ce qu'on va pouvoir faire qui peut permettre de continuer à vivre des produits de la forêt, d'un verger et compagnie, c'est pas mal aussi.
Je suis agent de la fonction publique territoriale, donc au sein de la communauté de communes du Jovinien, qui a l'obligation de mettre en place un plan climat et énergie territorial, puisque nous avons plus de 20 000 habitants sur le Jovinien. Et donc à ce titre-là, effectivement, c'est un cadre réglementaire, un outil de planification, mais c'est avant tout un projet de territoire qui a vraiment l'objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour eh bien, œuvrer, mettre des actions en place pour en fait avoir des actions avec une efficacité tant sur l'atténuation des règlements climatiques que l'adaptation au changement climatique. Enfin, ça, c'est le cadre théorique. Après, la difficulté, c'est qu'effectivement, ça oblige à avoir eh bien aussi une ouverture sur l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des élus, qu'ils soient à l'intérieur des collectivités, une transversalité tant sur la communauté de communes que sur les communes, donc des échanges et des interactions, des liens de communication et de travail et des synergies, mais également avec des entreprises, avec des acteurs associatifs et les habitants. Donc et évidemment tout ça à différentes échelles, sachant qu'il y a de nombreux acteurs qui interviennent, parce que là on parlait justement des enjeux liés à la biodiversité, donc à travers la trame verte et bleue, voire noire, voire brune. Si on rajoute vraiment, donc là, comme l'ont expliqué Romuald et Eric, vraiment ces continuités écologiques qui ont vraiment pour objectif d'éviter la fragmentation des habitats et donc la circulation des animaux et des plantes. Donc ça fait typiquement partie d'un outil qui est à construire pour l'intégrer dans le plan local d'urbanisme intercommunal, de manière à ce que ce soit aussi un outil de préservation qui, lorsqu'il y a des projets, prenne en compte ces différents outils de protection. Donc ça, c'est vrai que par rapport à la ceinture mosaïque verte, il y a des liens à établir. Il y a aussi des liens à établir parce qu'aujourd'hui, le PCAET, donc le plan climat et énergie territoriale, est vraiment la feuille de route réglementaire pour la transition énergétique. Et donc, qui dit transition énergétique, dit production d'énergie renouvelable, dit tension aussi sur le foncier, parce que, eh bien, en fait, selon les solutions qui seront à mettre en œuvre, forcément, ça passe du foncier. Mais voilà, enfin, aujourd'hui, on sait que du foncier, est-ce que ça peut être du foncier, est-ce que c'est du foncier agricole? Mais si c'est du foncier agricole, du coup, pour l'alimentation, qu'est-ce qu'il en est? Donc ça veut dire que quand je parle de trame brune, c'est aussi prendre en compte les propriétés fonctionnelles des sols, hein, qui peuvent aussi être un outil pour orienter, faciliter l'aide à la décision aussi par rapport à des parcelles qui peuvent être plus à destination et à vocation agricole et d'autres sur des friches industrielles ou des surfaces déjà artificialisées plus liées à des productions énergétiques. Donc en fait, c'est tous ces sujets-là qui sont à construire, plus évidemment, donc on est sur des questions du bâti, sur des questions de l'habitat, donc qui concernent évidemment les habitants, et sur les questions alimentaires, hein, où là, sur la question alimentaire, Patrick a évoqué les jardins du coteau qui montrent les leviers qui peuvent se faire au niveau des élus par le foncier, mais aussi du coup par les partenariats avec des acteurs associatifs et avec évidemment tout le réseau alimentaire et la diversité des profils d'agriculteurs comme on avait pu assister aux états généraux de l'agriculture alternative. Donc c'est aussi dans ces perspectives, donc là, c'est un outil qui est d'une durée de 6 ans. Donc à ce jour, hein, le plan d'action est encore en cours d'élaboration au niveau des actions. De toute façon, il est ouvert, donc n'hésitez pas. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je suis complètement à votre disposition. Il y a un certain nombre de documents qui sont sur le site du Jovinien, mais tout le problème dans ce type de projet, c'est aussi la communication, mais il est aussi évidemment à destination des habitants, et chacun il peut y trouver sa place. Et donc là, en fait, aujourd'hui, un des principaux enjeux, c'est aussi comment établir ces passerelles, hein, entre ces différentes dynamiques de projets associatifs, voire des entreprises. Donc on est vraiment sur une nouvelle émergence de projets qui est très intéressant, que ce soit sur le volet énergétique, que ce soit, et là, sur le volet
qui touche à la fois ces enjeux de biodiversité alimentaire, en fait. Et c'est ça, décloisonner, effectivement. Il y a toute une dimension aussi dans des politiques publiques, enfin, en tout cas, dans l'aménagement des espaces verts et naturels, justement, de décloisonner c'est l'entretien du domaine public, hein, puisque Zéro Phyto dit aussi comment on change. Donc, sur Joigny, il y a cette mise en place d'une gestion différenciée qui est là. Et sur les différentes communes, il y a des communes qui sont déjà engagées. La Celle-Saint-Cyr, depuis 2011, elle a aussi mis en place beaucoup de choses dans cette direction. Et l'un des leviers du PCAET, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, les différentes expérimentations, les différentes synergies, la communication pour le partage d'expériences et faire en sorte que l'exemple des uns puisse aussi alimenter les questionnements des autres, quoi, en fait. Est-ce que tu peux nous repréciser trame bleue, trame verte, trame marron, trame brune? Oui. Nous redonner les définitions. En fait, la trame brune, c'est plutôt la trame des sols, en fait. C'est-à-dire que, et c'est passionnant aujourd'hui, puisqu'on a eu l'habitude de raisonner plutôt en 2 dimensions par rapport au sol, hein, et que là, on est vraiment dans une période, enfin, vous me dites si, mais de prendre en compte le sol en tant que vivant. Marc-André Sellos, il y a vraiment des références qui sont splendides, et donc ça oblige à raisonner en 3 dimensions avec notamment le sol en tant que vivant. La trame, c'est le réseau routier. Oui. Vous imaginez un réseau routier, et la trame verte, ce sera tous les éléments du paysage. La trame bleue, ce sera le réseau routier de l'eau, et voilà. Le réseau routier, c'est vraiment, vous voyez la carte routière, la trame, c'est ça. Voilà. Et en fait, la trame noire est intéressante parce que c'est la nuit. Oui. C'est la fin de la pollution des usages lumineuses des villes et des alentours. Et en fait, la trame est constituée de sous-trames, dans le sens où on prend en compte les continuités que peuvent constituer les forêts, les écosystèmes forestiers, les écosystèmes des prairies aussi. Et donc tout ça, on a déjà une base existante à travers déjà des espaces protégés qui sont différents dispositifs réglementaires comme les sites Natura 2000, comme les zones ZNIEF, donc les zones naturelles d'intérêt floristique et faunistique. Donc il y a déjà beaucoup d'espaces qui constituent une première connaissance, mais qui n'est pas la seule, puisque la biodiversité ordinaire, évidemment, en est toute une autre. Et c'est les outils qui sont à solliciter par rapport à ça. Justement, ça faisait quoi à ce que tu disais? C'est les atlas de biodiversité communale qui peuvent vraiment faire l'objet d'inventaires participatifs ou qui amélioreront et qui viendront alimenter les enjeux de ces fameuses trames. Nadine, c'est toi. Moi, je suis une passionnée du vivant et je suis venue à Joigny spécifiquement parce que on a une chance quand même assez incroyable. On a à la fois de la ville, on a à la fois de la campagne, on a l'eau, et ça fait une croisée des chemins pour la biodiversité qui est exceptionnelle. Je l'ai vu notamment avec l'écologue, mais je l'avais déjà vu un peu avant. Et cette ceinture mosaïque verte, c'est l'occasion, entre toutes les manières d'utiliser ces espaces, que ce soit de la sanctuarisation à un jardin pédagogique ou à un verger, c'est l'idée qu'avait évoquée Eric de faire des expérimentations. C'est l'endroit pour faire des expérimentations et des expériences, de se reconnecter au vivant, de faire des jeux, d'observer le vivant, d'apprendre à découvrir les espèces, et de voir comment on peut réinventer des rapports avec cette nature, parce que c'est à la fois un endroit très anthropisé et à la fois un endroit très vivant. Et par le jeu, par l'imaginaire, essayer de se projeter, de voir comment on peut faire quelque chose, un écosystème humain durable qui mélange la biodiversité, les petites bestioles, le végétal et nous. Voilà. Très bien. Harmonia. J'ai connu Joigny la première fois il y a 2 ans, où j'étais venue pour
les débuts de ce qui après est devenu la caserne Bascule. J'ai séjourné à l'époque 2 semaines chez Laure. Et donc, comme beaucoup d'autres, j'ai rêvé d'une maison avec un jardin comme celui de Laure. Et il y a 1 an, je me suis installée définitivement ici. Et peut-être ce que j'ai envie de vous partager, c'est comment, plus individuellement, j'ai vécu ces jardins, notamment les vergers de la Renaissance. Pendant cette année, ça m'a mené à un lieu où je suis allée pique-niquer tout seul ou avec des amis. À chaque fois qu'il y a un ami qui vient de Paris, je l'amène à cet espace. Je suis allée lire ou travailler dans les jours de canicule. On y a fait beaucoup d'apéros de Renaissance Joigny, qui aujourd'hui s'appelle les rencontres des territoires. Donc, c'est vraiment ça qu'on disait hier, c'est des salles de conférences finalement zéro carbone, parce qu'on s'y installe avec vraiment quelques chaises et un tapis, et on a notre salle de conférence là-bas. Et aujourd'hui, j'ai acheté une petite maison en centre-ville avec cette cour quand même très minérale. Et donc, effectivement, comme Patrick a raconté, j'ai 7 sorties. Je sais qu'en quelques minutes à pied, je suis dans cet espace-là. Donc, il y a cette notion vraiment de ressourcement et des liens que j'ai retrouvés dans ces espaces. Et après, d'un point de vue plus systémique, il y a 2 choses que je voulais partager et qui m'ont poussé à... Donc, j'ai rejoint l'aventure matériellement par l'achat des parts il y a quelques semaines. D'un côté, c'est l'effet d'expérimenter une nouvelle forme de propriété, parce que là, c'est vraiment de la propriété privée, mais avec des usages communs. Et donc, c'est quelque chose que je voulais me retrouver dans cette position, avec tout ça qui s'implique aussi en termes de réflexion, de gouvernance, parce qu'on est vraiment entre l'entre-deux. Donc ça, c'est quelque chose c'est une des raisons qui m'a donné envie de tester ça. Et la deuxième, c'est cette notion de tiers-lieu. Aujourd'hui, il y a déjà des lieux, par exemple, je pense à la caserne Bascule, donc ces lieux où les communs, c'est très fort, et des lieux où les usages sont portés par les personnes qui habitent et qui contribuent au lieu. Donc, par tiers-lieu, je veux entendre ça. Et là, j'ai l'impression qu'avec la ceinture mosaïque verte, on est en train de faire du tiers-lieu au niveau du territoire. Et donc, l'effet ce n'est plus dans des murs, on est autant que communauté, on est en train de construire cette reliance à cette échelle beaucoup plus grande. Et moi, j'ai un peu cette conviction que les jours où tout sera foutu, ça va nous rester ces liens-là. Et là, on les construit, ces liens, pas que par des mots, mais on les construit avec des projets communs et très concrets. Et donc, pour moi, tout ça, finalement, c'est des moyens pour nous connaître en tant que collectif à l'échelle d'un territoire entier et pour être prêts à tout ça qui arrive, parce que je pense que nous ne pouvons pas anticiper précisément, mais nous pouvons anticiper que nous aurons besoin les uns des autres. Et donc, c'est ça que pour moi, on est en train de préparer aussi dans ce type de projet. C'est une super belle conclusion, Harmonia. Donc maintenant, on va parler avec vous. Je voudrais juste présenter une personne qui est arrivée après et qui a un rapport. Alors Nadia, j'ai présenté tous les gens qui ont un lien avec ce qu'on fait. Donc Nadia, tu animes le mur à pêche à Montreuil et tu es en expérimentation agricole sur la haie de Morgon avec cette technique dont je rêve voir ici l'implantation, c'est l'impluvium. Voilà. Donc, parce que en gros, un trou, un toit. Mais un toit plus petit que le trou. Ça, c'est génial. Et l'eau tombe sur le toit et hop, il y a de l'eau dans le trou. Voilà, donc... Il fallait y penser. Les Romains y ont pensé. Voilà. Alors, il y a une charte adhésion. Et en fait, c'est simplement déclaratif sur ce qu'on veut faire. Au début, il y avait des réserves écologiques assez importantes, mais qui sont plus vraiment d'actualité au vu de l'application de la loi Labbé. Mais il y a quand même une volonté en entraide, en reliance sociale,
en protection du vivant, ne pas, mais c'est peut-être plutôt à Eric de répondre. On ne demande pas la perfection de jardin le plus écologique de la planète, ni le plus commun de la planète. C'est juste déjà savoir qu'il y a des engagements de la part de chacun des propriétaires pour aller dans cette direction-là, quoi qu'il arrive. Et c'est quoi un jardin plus écologique? C'est un jardin où effectivement on va laisser des zones intouchées ou peu touchées. Peu touchées, ça ne veut pas dire intouchées. C'est déjà plus rassurant pour ton voisin. Et dire non, arrête de tout tondre, ça c'est dans l'idéal, ça serait vachement bien pour la biodiversité, mais ce n'est pas forcément la vérité de ce qui va être appliqué. On a aussi besoin de pouvoir aller autour de la table de jardin pour aller boire l'apéro sans se mouiller les pieds parce que l'herbe est haute comme ça. Alors ça peut être se référencer en refuge LPO jardin, ça peut être en effet avoir gardé tous ses végétaux pour faire son compost. Mais en fait, tu poses une bonne question parce que ça, on ne l'a pas vraiment déterminé. Non, et on pourrait faire, non pas un cahier des charges, mais comme a fait la LPO, les gestes. Un nichoir n'a aucun intérêt si ton jardin est déjà super écolo. La mésange charbonnière ou la mésange bleue, elle ne va pas avoir besoin que tu fasses un nichoir si tu as des arbres creux. Voilà, ça c'est un site d'observation différent. Enfin, tout ça, c'est des choses vraiment envisagées au cas par cas, mais il faut que la démarche soit déjà dans le sens qu'on a raconté depuis le début. Quelque chose où on s'ouvre au commun. Tu vois, tu fais un jardin qui soit un peu écolo, intégrer quelque part dans ta tête qu'une fois par an peut-être, ou une fois tous les 5 ans même, on s'en fout, tu puisses l'ouvrir aux gamins de l'école de la Madeleine pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dedans. Ça fait partie des démarches. J'ajouterais également que dans le cas où les personnes ont des parcelles avec des fruitiers, souvent, nous, on a eu via la map, Joël, je pense à Joël précisément, qui est en déambulateur, qui a 5-6 arbres fruitiers qui donnent particulièrement chaque année, et elle se désespère de les voir tomber. Donc, que ce soit les kakis, les quetchs, les cerises, pour une seule personne, toute seule, que les enfants ne visitent jamais parce qu'elle n'a pas d'enfants. En réalité, ça devient très lourd. Et il y a quelque chose de très attaquant de voir tous ces arbres. Alors, évidemment, les oiseaux vont se servir, ça va renourrir le sol, etc. Mais elle peut faire appel à nous pour qu'on puisse venir récolter, cueillir, transformer et partager tout ça. C'est-à-dire, ça, c'est aussi un truc à mettre dans la charte parce qu'il y a la protection du vivant et puis la transformation pour qu'on puisse tous retrouver des moments d'échange. J'insiste particulièrement là-dessus parce que que ce soit dans les ateliers du bon sens, on a souvent vu des gens où on en est au niveau où il faut refaire une compote de pommes, de A à Z, quoi. Mettre des bocaux stérilisés. Attention, pas se brûler quand on va chercher le bocal dans le stérilisateur. C'est des choses très bêtes que certains ont oubliées. Et puis, encore une fois, ces personnes... Ils n'ont jamais su. Ah oui. Oublié dans le méta-oubli, tu vois. Dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective, tout ça, c'est dissipé. Et j'insiste, s'il y a des personnes qui c'est pas on vient pas chercher les fruits puis on se barre, quoi. On vient aider à cueillir, on en laisse pour les oiseaux, on en laisse pour la terre. Et derrière, au contraire, il y a un moment de partage, de convivialité, etc. Je ne vais pas vous faire le dessin, mais vous avez tous compris. Et ça, c'est super important. Et je sais qu'il y a énormément de maisons, de personnes avec des jardins dont ils ne savent que faire et sont débordés, littéralement. Mais surtout, il y a des gens qui n'ont pas de jardin et qui seraient vachement contents de venir, par exemple, tenir compagnie à des personnes très âgées qui ne peuvent plus retenir leur jardin et venir plusieurs fois par semaine pour cultiver le fond là-bas, pour y faire leur potager. Ça se fait, ça se pratique. Ça ne marche pas toujours. On ne va pas idéaliser le truc. Tout ce qu'on est en train de raconter, là, des fois, ça foire. Mais dans l'idée, ça fait partie des choses envisageables. C'est une autre façon de créer du lien social, c'est une façon d'éviter l'isolement individuel. Et quand tu parles du vivant... moi aussi, maintenant, j'insiste beaucoup sur l'idée du vivant. On essaye d'éliminer parfois le mot de biodiversité des dialogues avec des publics parce que c'est un terme qui sonne parfois technocratique. Si on va dans certains quartiers, dans certains endroits et qu'on dit biodiversité, les gens regardent et disent « ouais, ok, on s'en fout, quoi ». Mais on leur dit « il faut sauver les pandas », ils sont tous là « ah ouais, sauvons les pandas ». Là, quand on parle du vivant, il faut qu'on fasse gaffe parce que ça devient un terme aussi qui risque de devenir intellectualiste. Et le vivant, on a tendance à extraire inconsciemment l'humain du reste du vivant. Quand on protège le vivant, c'est tout le monde.
C'est le vivant, c'est vous, moi et le cloporte qui est derrière en train de décomposer le bois pour vous. Voilà. Où sont les paysans? Où sont les paysans éleveurs? Où sont les paysans cultivateurs qui peuvent permettre de relier ces couloirs entre zones habitées, entre les bourgs, les hameaux et les villes? C'est ça qui me semble manquer. On voit un maillage se mettre en place. Ça fait 3 ans que je suis là, je vois ces toiles se tisser entre les différents réseaux et tout. Et à chaque fois, il y a cette absence. Alors, il y a beaucoup de paysans qui ont basculé depuis longtemps en bio. En Puisaye, Jean est à l'origine d'une des premières coopératives de France, bio, au début des années 80, et elle est forte. Dans quel espace peut-on créer ce dialogue? Dans quel espace cette idée qu'il y a des biens communs, et en même temps il y a des biens cultivés, il y a des biens travaillés, il y a des biens ressources, des biens de productivité, qui sont aussi indispensables. Comment faire pour qu'une dynamique puisse se faire? Et là, à mon avis, là, on est dans une vraie bascule, et politique et écologique. Alors, tu as raison, Christophe. Le projet qu'on propose est une enclave. Pour une raison simple, c'est que c'est un projet qui est devenu tangible que depuis quelques semaines, création du comité de pilotage de Forêt et Campagne d'Avenir Joigny. Et que ce projet initial, il est tout simplement que les gens qui habitent dans Joigny ou le vieux Joigny, donc dans une ville extrêmement minérale parce que construite au Moyen-Âge, puissent réaccéder à tous ces petits vergers, tous ces petits jardins, et que la campagne ne soit pas séparée de la ville. Pour l'instant, on a juste cette ambition-là. Cependant, c'est une mosaïque, comme expliquait Laure, c'est-à-dire c'est un progressif. On a acheté des petites forêts qui sont après des cultures, on a des jardins et des vergers qui sont avant des cultures, et on a pris contact avec le principal agriculteur qui nous entoure en écrin, qui est Gérard Calmu, qui est par ailleurs le président de la société de chasse, donc ça tombe bien, tout est intégré. Et j'ai l'intention, pour les différentes forêts où on veut faire des zones de protection du vivant, d'avoir non pas son accord, mais au moins une discussion implicite de responsabilité sur des parcelles qui vont devenir refuge LPO et que je vais déclarer en préfecture comme interdit à la chasse, sauf évidemment les battues, quand un sanglier arrive dans une zone, battue administrative encadrée. Pour moi, il y a évidemment une liaison et une coordination avec les gens qui font la ruralité. Sinon, ce ne serait qu'une aventure de néo-ruraux déplacés qui élargiraient leur territoire. Mais tu as raison, on est sur une problématique d'une ville de 10 000 habitants qui veut juste un petit peu élargir son vivre et qui en a pris conscience avec le Covid où on a été tous enfermés pendant quelques mois. Moi, je voudrais aussi pas qu'on nie les différentes approches qu'on peut avoir avec notamment Calmu. Je veux dire, ou Vigneault, ou Lepage, ou enfin, en tout cas tous les producteurs de vignes, etc. Au sens où ils utilisent du glyphosate. C'est pas à nous de venir leur donner des leçons, ça c'est sûr. Les passerelles sont établies, il y a eu des rencontres, on a même bu le vin de Calmu, donc pour moi c'est un effort phénoménal. Non mais c'est pas qu'il est pas bon, bon. Mais, bref, tout ça pour dire que les passerelles sont établies, ils étaient invités, où ils sont chez eux en train de bosser probablement. Et les 4-5 néo-euros, bio, écolo, gentils, intello, qui s'amusent à mettre des mots sur un truc tout simple, peut-être ça ne les intéresse pas pour l'instant. Mais c'est le pour l'instant qui compte. Ça nous permet d'avancer, de faire. Il n'y a pas énormément de personnes installées en bio. Il y a très peu de personnes en bio local sur le marché
ici. Donc voilà, on sait qu'il y a un déficit d'agriculteurs, de jeunes qui voudraient s'installer, qui pourraient faire le lien avec ce monde, et puis nous, et puis notre intention, tu sais, elle n'est que de cultiver de manière vivrière, finalement. On n'a pas une intention de devenir professionnel de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est marrant, c'est un des rares endroits où on demande aux citoyens qui agissent de se mettre carrément avec la métamachine à côté et de devoir vraiment faire des passerelles en permanence, d'aller vers les autres en permanence, alors que quand bien même parfois, ça nous fait du bien de constituer une bulle de verre, de respiration, où on se repose aussi de tous nos combats respectifs. Voilà. Il y a aussi une échelle de temps, il ne faut pas le négliger. On parle du vivant, là, mais le vivant, il a son rythme. Hein. Ouais. Et le vivant social, le social a son rythme aussi. Là, ici, les gens qui sont là, et les gens qui sont là vont devoir faire leurs preuves aussi pour avoir le regard bienveillant de l'agriculteur qui est en train de regarder ça comme effectivement une bande de bobos bien sympas qui sont en train de poser des nichoirs. L'idée, c'est aussi qu'au bout d'un moment, ils s'intéressent à ce qui se passe eux-mêmes, et ça va se passer. Je pense qu'ils s'intéressent beaucoup, ne serait-ce que par la diversité de nos profils, qui est assez rigolote. N'est-ce pas, Patrick? On n'a pas du tout les mêmes parcours pour certains, on n'a pas du tout même les mêmes objectifs dans le reste de la vie. Et quelque part, certains sont plus susceptibles d'interpeller le regard du paysan local ou je reprends, de la personne de la Madeleine ou du centre-ville. C'est ça aussi qui va faire la cohérence du truc, c'est le rythme social. Respecter le rythme social tel qu'il doit apparaître. Et là, on sème une graine. On ne va pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite, ça ne marchera pas. La graine, elle va pousser à son rythme, et plus elle prendra le rythme qui est le rythme naturel, mieux ça marchera. Mais ce que j'apprécie dans ta question, Christophe, c'est que tu nous donnes la feuille de route pour la suite. Merci. Sur la puisée Forterre, il y a ce type d'initiative. Sur le Jovinien, c'est aussi en émergence avec 3 autres intercommunalités du nord de l'Yonne, donc que ce soit Gâtinais en Bourgogne, Yonne Nord et Vannes-Pays d'Hôte. Mais l'Ayantais a aussi son projet alimentaire. Et en fait, c'est ces liens-là qui vont aussi s'établir avec les agriculteurs et dans la diversité de leur profil aussi. Est-ce que l'association Terre de Liens est représentée ici? Parce qu'il y a un groupe qui... Oui. Là. Ça, c'est ton voisin. Voilà. Non, mais moi je les connaissais en Ile-de-France et pas, mais je sais qu'il y a un groupe qui se crée ici. Et c'est vrai que pour moi c'est une association qui fait un super boulot pour justement relier le monde rural et le monde urbain qui se sont complètement déconnectés et faciliter l'accès à la terre et une agriculture durable, à taille humaine, voilà. Donc super. Oui, juste un petit mot peut-être. Avec Camille qui est là, on essaye de faire un groupe local Terre de Liens dans l'Yonne, ce qui n'est pas forcément évident. On a 2 fermes Terre de Liens dans l'Yonne, voilà, qui sont relativement indépendantes du mouvement lui-même, et on essaye d'impulser une dynamique. Mais voilà, je pense que c'est pas... Voilà, à notre niveau, on essaye. Là, le siège est à Dijon. Beaucoup de choses sont à Dijon, se passent dans la formation. Et nous, à notre niveau, c'est des bénévoles qui essayons de nous impliquer. On essaie de faire de la sensibilisation. Terre de Liens, c'est aussi un mouvement assez lourd qui essaie de s'impliquer dans l'achat de fermes, de terres, donc un peu ce que vous faites en fait, mais au niveau national. Après, c'est relayé par des bénévoles avec leurs propres énergies et leurs propres envies, leurs propres compétences également. Et moi, ce que je trouve super ici, c'est que vous arrivez à réunir différentes compétences et différentes énergies, différentes envies dans un but commun. Et donc, il y a l'idée de bien commun dans Terre de Liens. Donc, je retrouve en fait des choses. Mais ce qui est super ici, c'est que je pense que véritablement, vous arrivez à mettre en œuvre quelque chose. Voilà. Alors que des fois, voilà, c'est pas toujours évident avec une grosse machine qui est nationale, avec différents échelons, différents niveaux, de pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain. En plus, Terre de Liens est très axé sur le nourricier.
C'est-à-dire que nous, il faut que ça soit nourricier, il faut que les fermes, elles alimentent des gens. Voilà. Donc ici, ce qui est bien aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous essayez de réunir les terres qui sont nourricières et pas, les terres forestières. Et il y en a besoin de sauver tout ce qui est favorable à la biodiversité. Donc je pense que c'est bien parce que vous arrivez à réunir toutes ces énergies-là dans cette histoire de bien commun. Voilà. Éric, est-ce que tu dirais que la difficulté à laquelle Terre de Liens, Yonne, votre branche est confrontée, c'est principalement de trouver des terres à vendre et que vous puissiez y installer des agriculteurs ou des apprentis? C'est le problème de la terre, du foncier. Oui, c'est ça, c'est ça. Et le rapport avec ce foncier, cette transmission de la terre agricole, de la population dont Christophe parlait, des agriculteurs en tant que tels, et du rapport qu'on peut avoir avec eux en tant que bénévole, où effectivement on n'a pas un lien direct avec la terre, avec le... Bon, on vient à peu près d'autres territoires aussi. Alors on n'est pas ancré dans le territoire depuis très longtemps, et c'est le milieu agricole, peut-être particulièrement en Bourgogne en plus. Voilà, c'est des choses qui se transmettent, où il y a une réticence, il y a des méfiances. Du coup, il y a 2 salariés sur toute la région qui peuvent organiser ce qu'on appelle des cafés-installations pour les porteurs de projets, ou ceux qui veulent s'installer, les candidats à l'installation. Et il y a alors... la date va être fixée, il y aura un café-installation à Joigny, début novembre. C'est un peu réservé aux candidats à l'installation, qu'il faut un petit peu trouver, hein, les gens qui veulent s'installer, qui cherchent des terres. Voilà. Moi, ce que je rêve sur Joigny, il y a des soirées transmission pour ceux qui veulent transmettre aussi. C'est-à-dire les paysans qui se posent des questions. Comment transmettre ma ferme ? Moi, j'ai mes enfants, ils ne veulent pas reprendre. Qu'est-ce que je fais? À qui je peux m'adresser? Et là, on peut penser terre de liens, on peut penser bien commun. C'est une mentalité aussi, il faut changer la mentalité. Petit à petit, les familles ne veulent pas forcément reprendre les terres. Et du coup, on peut peut-être penser à donner ces terres à des projets comme ça, ou à terre de liens qui sont des biens communs, où on se partage la terre. Et ça, c'est un projet super, un peu utopique, mais qui change un peu les mentalités agricoles. L'idée de base de Terre de Liens, c'est d'acheter des terres que les citoyens eux-mêmes cotisent, hein, c'est un financement participatif tout simplement, par des actions, et donc ça appartient ensuite à Terre de Liens, donc à tout le monde finalement, pour toujours. C'est-à-dire que Terre de Liens s'engage à ne plus revendre la terre ensuite. Ça veut dire également que les fermiers qui sont installés sont en fermage, louent la terre, et ne pourront jamais acheter leur ferme. Donc c'est un engagement aussi du fermier, un peu un sacrifice, où il ne pourra pas transmettre la terre qu'il cultive, il sera toujours en location. Donc c'est vraiment l'idée de bien commun, où la terre qui appartient à Terre de Liens. Il y a 2 fermes, alors il y en a une, la plus proche est à Marsangy, c'est Éric Gradev, voilà, le jardin du Marais. Voilà, je suis passé le voir ce matin. Tous les samedis matins, il vend ses légumes sur sa ferme, c'est une super ferme, il a une super production. Et c'est un fermier Terre de Liens, donc il sait qu'il ne pourra pas la transmettre, il ne pourra pas acheter, il est locataire, et c'est vrai que cette idée-là, il doit le passer, et il faut qu'il cotise, il paiera sa retraite, mais il ne pourra pas transmettre un bien. Alors Éric, d'abord je voulais te remercier de ton compliment du départ, parce que notre association, elle fait presque villégiature bobo par rapport à la vocation de ton association qui, elle, est nourricière, élémentaire et fondamentale. C'est vrai que cette idée de louer l'agriculteur comme le commerçant, en général, c'est la vente du fonds dans sa fin de vie qui constitue son complément de capital retraite, parce que la retraite des agriculteurs comme la retraite des commerçants n'est pas véritablement encadrée comme unique revenu possible. Moi, je voulais savoir quels sont vos rapports avec les SAFER pour arriver à finalement déjouer que ça aille dans la poche des agriculteurs existants et créant comme ça des exploitations toujours plus grandes. Ça dépend des gens qui s'occupent des SAFER, qui ont leur copinage, leur accointance, qui connaissent le terrain, qui vont accorder la terre à l'un plutôt qu'à l'autre.
C'est un travail de terrain. Il faut que la Terre de Liens se fasse connaître aussi aux SAFER, entretienne le lien pour que s'il y a un bien, une terre qui est à vendre, elle ne part pas forcément à l'agrandissement, elle ne part pas forcément au voisin qui veut s'en accaparer et qu'un jeune agriculteur puisse s'y installer. Donc là, effectivement, Terre de Liens il fait aussi le lien avec les jeunes candidats à l'installation qui sont souvent des néo-ruraux, qui ont un projet très, très utopiste et qui veulent reprendre une ferme, qui puissent reprendre 1 hectare, 2 hectares ou 10 pour faire leur projet. Ce qui m'a semblé important pour les gens, pour ce qu'a dit la salariée, c'est qu'en fait, ce que cherche à faire Terre de Liens, c'est à créer des liens de confiance avec la SAFER et aider les jeunes agriculteurs à présenter correctement leur dossier. Il disait que dans beaucoup de cas, c'est parce que on n'a pas confiance, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, on n'a pas confiance et on préfère le donner au neveu de l'agriculteur du coin qui, même s'il ne va pas cultiver, etc., au moins on sait où ça vient. Donc en fait, Terre de Liens est vraiment dans une approche très pragmatique, c'est-à-dire localement, entrer en contact avec la SAFER, se faire connaître, créer un lien de confiance. Et il constatait que quand Terre de Liens est là, ça se passe mieux avec la SAFER. Parce que c'est une espèce de garant. En fait, le Terre de Liens devient une espèce de garant vis-à-vis de la SAFER. Moi, mon but, c'est d'emmener les agriculteurs sur le projet. Et 2, il faut autant de propriétaires que de conventionnels et de bio. C'est-à-dire que s'il fait du bio, c'est forcément sur notre société. On ne peut pas sur une même société mélanger du bio et du conventionnel. Si. Normalement, non. Si, bien sûr que si. Il y en a pas mal qui le font. Ah ouais. Je voulais savoir si vous aviez en projet de réaliser, non pas une fresque de la Renaissance cette fois-ci, mais j'ai envie de dire une fresque de la ceinture verte dans lequel pourraient apparaître tous les jardins des particuliers, plus ce qui a déjà été acquis. On l'a commencé, Laurence. Oui, tu mais devais si renvoyer ta charte d'adhésion et je n'ai pas pu dessiner ton jardin. Je vais le faire, c'est promis. Non, mais ce qui me semble super intéressant et peut-être... c'est le fait que le particulier puisse aussi venir inscrire son jardin là-dedans et que dans la charte, merci, mais d'une manière visuelle, et que nous puissions à un moment donné proposer, dire voilà, moi j'ai tel jardin, je parle pour moi, j'ai ce jardin qui pour le coup, il est bien en friche, hein, et depuis 2 ans, depuis que j'ai découvert aussi ce que vous étiez en train de faire, j'ai énormément envie, effectivement, d'avoir un papy, une mamie ou une famille, qu'elle vienne de la Madeleine ou ici, je m'en fiche, mais de pouvoir partager, transmettre, qu'ils me transmettent sans doute leur savoir de faire un potager, parce que j'ai pas trop pris le temps, hormis des tomates, donc voilà. Donc moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont être au courant que dans mon jardin, il y a des noix et que ces noix, il y en a la moitié que je laisse crever parce que je n'ai pas le temps ou l'énergie ou autre de ramasser ces noix. Et que ça peut peut-être faire plaisir à une famille. Donc c'est plutôt l'idée d'une vraie reliance qui fait que visuellement, on a une carte de parcelles dans lequel il existe un certain nombre de choses, c'est-à-dire de l'offre et de la demande. Alors, Laurence, on a commencé cette carte. Oui. Et on a d'ores et déjà le budget qui a été versé par la Bourgogne-Franche-Comté pour faire un site internet avec une carte et un système d'adhésion. Et Aurélia et moi devons développer ça. Il y a l'argent sur un compte. Il faut qu'on s'y mette. Mais c'est déjà pensé, budgété. Renaissance Joigny a également eu des subventions, notamment pour un atelier qui se déroule demain de l'arbre au jus dans le verger de la Renaissance. Cette subvention de 500 €, qui est modeste mais nécessaire, nous a permis d'acquérir 2 pressoirs, un broyeur et un stérilisateur de 60 litres. Donc c'est modeste, mais c'est exactement la taille d'un pressoir qu'on peut mettre sur un cargo vélo, et bim bim, on passe d'un jardin à l'autre. Alors 18 litres le pressoir, bon c'est ridicule. Ouais, ça va, c'est ridicule. C'est ridicule. Mais au moins, on aura l'air moins con que quand je suis allée chercher le pressoir de mes grands-parents
au mois de mars. On a testé avec des pommes, puis là on a découvert qu'il fallait broyer les pommes avant de les presser. Donc voilà, on apprend. On est complètement des néo-ruraux neuneux, mais ceux qui sont là et qui savent, on a besoin de votre savoir aussi. Donc voilà, le partage il est multiple et de toute façon c'est en faisant des erreurs c'est en se pétant la figure qu'on se relève, messieurs. Voilà. Et donc, tu vois, le pressoir est à disposition. Alors, c'est pas encore un pressoir pour faire de l'huile de noix, mais ça viendra. Pourquoi pas s'équiper comme ça, modestement, de Festival des solutions écologiques en Festival des solutions écologiques. Et peut-être qu'à la fin, on aura carrément de quoi faire une conserverie. Voilà. Juste pour revenir sur le ridicule des petits pressoirs de 18 litres. Ils sont vachement bien, ces pressoirs de 18 litres, parce qu'hier, on a fait un truc dans le verger de la Renaissance où enfin, on a eu des gens qui venaient de la Madeleine pour venir nous voir, qui étaient les médiateurs de la ville, qui sont extraordinaires, 3 types géniaux, adorables, tout ce qu'on veut, et qui ont dit, sur la place Colette, là-bas, on fait un atelier pressoir, quoi. on y va, on met un pressoir sur un vélo truc, et 18 litres, on peut. 18 litres, c'est facile. On peut aller faire un truc comme ça qui soit récurrent, ou même pas récurrent, qui soit de façon totalement surprenante, de venir faire du pressage de pommes en plein milieu de n'importe quel quartier. Et là, voilà. Et là, on a le premier échange qui se fait. Encore une fois, c'est le rythme social naturel, quoi. On est en train de mettre en place ce qui va permettre de le vivre, tout ça. Moi, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez développer la connaissance de tous ces jardins, c'est d'aller sur les lieux où vous voulez faire venir d'où vous voulez que les gens viennent. C'est dans ce sens-là. Le quartier de la Madeleine, c'est certainement souvent des gens qui sont dans le besoin. C'est aller leur montrer que ça existe. Et souvent, ils auront la timidité de venir. Donc, si vous y allez, les premières barrières seront à franchir. Il y a vraiment une grosse barrière à franchir pour eux, en fait, de venir s'intégrer à des choses comme ça. Ils n'ont pas forcément le sentiment d'être dans un environnement bienveillant pour eux. Aussi. Enfin, faut être sincère. Mais il y a capital social et capital culturel. Capital social, capital culturel, tout. Alors, juste avant, Claire, et aussi pour les forêts, on a fait avec Eric et les associés de forêt Campagne d'Avenir Joigny une visite du bois dit de la Mouchette et de la forêt qui retient la colline pour faire un premier inventaire de ce qu'il y avait et de ce qu'on pouvait en faire. Est-ce qu'on fait une protection du vivant absolue? Est-ce qu'on fait de la sylviculture hyper douce? Est-ce que c'est un endroit de villégiature mais protégé, en même temps refuge LPO, etc. Et on organise le samedi 12 novembre au matin, avec toi, Eric, sous ta direction, une visite de la forêt aux oiseaux, qui est notre projet de forêt à l'entrée de la forêt d'Hôte, donc qui a été racheté par les forêts Campagne d'Avenir Joigny, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avant d'y venir avec les écologues de la LPO. Et on va ouvrir cette sortie, qui est un peu une sortie découverte et expertise, au Jovinien. Mais je pensais à la Madeleine, je ne sais pas si vous êtes rapproché de la Fabrique, qui est une association extrêmement active, avec des personnes vraiment très très chouettes, et avec qui il y a un lien, à mon avis, qui peut se créer pour justement amener des personnes, peut-être dans des jardins, des enfants. Ils font énormément d'activités avec autant en plus intergénérationnel. Ils sont beaucoup dans l'intergénérationnel. Donc je pense que ça serait, si ce n'est pas déjà le cas, si je ne suis pas en train d'enfoncer une porte ouverte, ça peut être intéressant de se rapprocher d'eux, parce que c'est vraiment une super association avec des personnes. Ouais. Et donc, il y a Karima Belbachir qui est super, mais il y a d'autres personnes. Enfin, c'est une association très dynamique, très impliquée dans la ville. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, Convergence des possibles est entré en contact avec la Fabrique, avec le centre social, la Fabrique. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, à travers en particulier peut-être un réseau d'échange réciproque de savoir. Et donc des choses qui sont en lien avec peut-être des actions subventionnées, enfin soutenues par la CAF. Donc il y a des choses qui sont en lien là, qui sont en train de se construire, et c'est Convergence des possibles qui peut en être le moteur. Donc il y a une association qui s'appelle Renaissance Joigny, qui n'est pas le partenaire direct de la ceinture verte pour des petites raisons administratives internes, mais néanmoins ce sont eux les moteurs de l'animation
beaucoup de choses. Forêt et Campagne d'Avenir Joigny s'occupe pour la totalité des parcelles qui ont été récupérées de faire des animations, les mettre en commun, principalement quand même avec Renaissance Joigny. Donc vous pouvez nous retrouver soit sur le Facebook de Renaissance Joigny ou sur le site internet de Renaissance Joigny et sur le Facebook de Forêt et Campagne d'Avenir Joigny qui s'appelle Ceinture Verte Joigny Forêt et Campagne d'Avenir Joigny. Tout simplement. Tout simplement. On doit avec Aurélia monter le site pour que Laurence puisse poster son jardin. Voilà, donc tout ça c'est en construction. Il faut savoir que le comité de pilotage, on l'a signé il y a 3 semaines et les achats de parcelles et les souscriptions ont eu lieu entre fin août et début septembre. Et la création de la ceinture verte en elle-même, elle date de quelques semaines. Et moi, si j'avais su que vous étiez si nombreux, j'aurais collé l'atelier de l'arbre au jus maintenant. Comme ça, on serait parti dans les vergers pour presser les pommes. Et voilà. Mais ça a lieu demain, de 10h à 14h, au verger de la Renaissance. Eh ben, merci à tous d'être venus aussi nombreux.